Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo sur Tech & Co. Et oui, on est encore là pour parler actualité de la semaine, sorties, nos coups de cœur, nos coups de gueule aussi, on y arrivera un jour, on vous le dira. Mais tout ça dans la bonne humeur et en charmante compagnie comme d'habitude. Je suis aujourd'hui avec Sylvain Trinel. Bonjour Sylvain. Bonjour Melinda. Voilà, journaliste, podcasteur sur Manette à 3. Tout à fait. Excellent podcast. Ah, merci. Je tenais à te le dire quand même. Et face à toi, est-ce que doit-on encore le présenter ? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre. Les gens qui ont une vie ne me connaissent pas. Voilà, le grand Il y a que Marcus, animateur sur Game One, streamer, journaliste, tout. Oui, On te retrouve partout. Homme orchestre. Exact. Je pense que c'est ça depuis des années. Voilà. Une des on va mémoires fêter les vivantes. 25 ans de Game One. Voilà. Et Donc, moi, ça fait plus de 35 ans que je fais l'andouille, que je suis payé pour jouer finalement. Ce qui est plutôt bien. ce qui est un chouette métier quand C'est même. vrai. Oui. Tant que Ben personne ne se rend compte de rien, je continue. Ben, messieurs, je suis ravie de vous avoir là aujourd'hui pour parler un petit peu actualité, pour parler surtout rétro gaming, parce que il faut quand même qu'on en parle. C'est un sujet très intéressant. Et on va démarrer tout de suite avec l'actu à chaud. Et on va remonter dans le temps pour parler des Sims. Enfin, pas trop non plus, mais des Sims 4 qui cartonnent. 23 ans après la sortie du premier épisode, eh bien, les Sims, ces petits êtres virtuels, sont toujours un succès. Electronic Arts vient d'annoncer 70 millions de joueurs actifs pour le dernier épisode, qui est quand même sorti il y a 9 ans. Donc on est sur un jeu qui a une durée de vie quand même assez exceptionnelle. Messieurs, ça vous inspire quoi, Sylvain ? C'est pas étonnant. Je pense que les Sims, c'est une licence qui a vraiment réussi à fédérer, un peu comme Nintendo avec la Wii, une communauté de gens qui n'étaient pas forcément joueurs. Et avec les Sims 4, ils sont passés à la vitesse supérieure avec un système de création, de récupération de création d'autres joueurs. Au-delà des extensions, c'est un vrai jeu communautaire, mais au sens très très large. Et c'est ça qui fait que c'est un vrai carton aujourd'hui. Et puis la version gratuite aussi, rappelons-le, le jeu de base. Le jeu de base est gratuit depuis le mois d'octobre. Alors en 2021, ils avaient annoncé 33 millions de joueurs. On est 2 ans plus tard, ils ont doublé, donc notamment grâce à 16 millions quand même, rien que depuis le mois d'octobre. On est quand même sur un truc énorme. C'est énorme, ouais. 23 ans que ça existe. C'est fou. Est-ce qu'il y a 23 ans, quand le premier est sorti, on aurait cru à quelque chose comme ça ? Non, parce que c'était un très bon principe. La mécanique est géniale. C'est une petite maison de poupées où tu joues avec tes poupées vivantes, virtuelles, où tu as ta petite famille, tu vas les faire évoluer, ils vont avoir une carrière, tu vas décorer la maison, etc. C'est vraiment très sympa, très grand public. Ça plaît autant aux femmes qu'aux hommes. Donc ça, c'est vraiment un truc qui fait la force du truc. Et puis, ils ont su suivre l'air du temps avec à chaque fois des packs, avec des animaux, les vacances, etc. Donc ils ont su se renouveler. C'est vraiment un jeu qui est pas du tout pareil qu'au premier jour et qui suit les tendances. En gros, c'est de la télé-réalité. Si tu regardes bien, finalement, les Sims, c'est un peu le Loft. Sauf que eux font pas de faute de français puisqu'ils parlent le langage des Sims. Donc c'est beaucoup mieux que le Loft. Mais c'est vrai ce que tu dis. Ils ont suivi les évolutions de la société aussi. Dans les Sims, aujourd'hui, on peut mettre des couples du même sexe. Ils sont beaucoup plus ouverts. C'était pas évident, ça, au début. C'était très figé. C'était très figé, et après, en fait, tu parlais effectivement du fait qu'ils avaient suivi les évolutions de la société, c'est aussi ça sa plus grande force. Aujourd'hui, les Sims 4, c'est probablement le jeu le plus inclusif possible au niveau du corps, de la pilosité, des pronoms, etc. C'est vraiment ça qui fait la force du jeu Electronic Arts. Et en même temps, je pense que depuis les Sims 4, et c'est ce qui explique sans doute le bond de joueurs, c'est le fait qu'ils écoutent énormément la communauté après un lancement un peu raté des Sims 4, on rappelle au départ. Rappelons-le, oui. Mais depuis, ils ont fait un vrai travail communautaire et c'est là le chef-d'œuvre, on va dire, d'Electronic Arts. Depuis 23 ans, c'est un jeu qui n'a pas de concurrence. Comment est-ce possible aujourd'hui, alors que les jeux passent leur temps à se copier et à s'inspirer? Il y a eu des tentatives. Par exemple, je me souviens de Second Life, qui était vraiment un truc où tu pouvais avoir ta maison, tes amis, et là, ça se jouait en ligne avec d'autres amis, alors qu'au début, les Sims, c'était un jeu solitaire, finalement. Tu jouais tout seul à la maison. Et donc, l'idée d'avoir une seconde vie, c'est très à la mode avec le métavers, et aujourd'hui, on parle de réalité virtuelle, de chacun a son avatar et vit une deuxième vie à côté. C'est un peu le même principe, quoi. Donc, plein de gens ont essayé de copier l'idée et finalement, ça n'a jamais pris autant que les Sims. En fait, c'était bien dès le début, tout était là dès le début. Ils ont qu'à juste améliorer au fur et à mesure. C'est un peu comme Mario Kart, ils sont quasiment imprenables, en fait. Si tu es le premier avec un concept fort et que tu arrives à le tenir sur la longueur, personne ne peut venir te chercher, en fait. Alors, il y a un concurrent qui a essayé, enfin, qui va essayer plutôt, oui. ce qui s'appelle Life by You.
qu'on va trouver sur l'Epic Game Store notamment, qui arrive en bêta à la rentrée. Vous avez suivi un peu, ça reprend vraiment les codes des Sims. Qu'est-ce que ça va apporter en fait ? Moi, quand j'ai vu Live Bayou, je croyais que c'était Bayou comme le Bayou. Je pensais que c'était des rednecks américains. Ça va changer, ça va plus être inclusif du tout. Mais quand on voit rien que la bande-annonce, déjà, on voit des couples homosexuels, on voit des gens qui sont, comme tu disais, pas forcément minces et beaux. Donc, je trouve ça c'est pas mal. Après, franchement, il y a du chemin à faire pour arriver au niveau des Sims avec toute l'expérience qu'ils ont engrangée, tout ce qu'ils ont pu expérimenter au fil des années. Ça paraît difficile d'arriver et de marcher sur les plates-bandes des Sims. Alors, eux, ils promettent de renouveler le genre. Donc déjà, on va voir comment ils font. Avec, en effet, comme tu disais, des créateurs d'humains plus poussés. Déjà, ils disent humains, ce qui est drôle. Ce sont pas l'exploration en monde ouvert. Alors, c'est un truc qui avait été tenté par les Sims, qui a été un petit peu... ils ont levé le pied un peu dans le dernier là-dessus. Ils veulent alors intégrer des mods. On sait que ça, c'est quelque chose. Donc, la possibilité de vraiment customiser son expérience qui avait disparu des Sims, et surtout proposer une espèce de vue première ou troisième personne. Est-ce que ça, c'est suffisant ? Je pense que, moi je suis d'accord avec Marcus pour le coup, c'est très compliqué. Il y a une telle aura autour des Sims. Tu parlais des mods, alors on peut quand même installer des mods, alors ils sont plus vraiment autorisés par Electronic Arts, mais on peut installer des mods, donc ça permet vraiment de personnaliser sa partie. Pour le coup, ce nouveau concurrent-là, il y en a eu tellement par le passé. Je me rappelle Ubisoft avec Playboy, par exemple, typiquement, qui avait sorti un Sims avec cet univers-là un peu sexy et coquin. Ça n'avait pas du tout fonctionné. C'est très difficile de vouloir révolutionner, et ils le disent à chaque fois, je pense à chaque concurrent, tu vois, de n'importe quel jeu. Et par contre, là où on les attend, c'est probablement sur la dimension en ligne, qui est l'une des plus grandes faiblesses des Sims 4. Le multijoueur, au-delà du monde ouvert, je pense que clairement, pouvoir retrouver vraiment ses amis et interagir avec eux, c'est ce qui manque aujourd'hui aux Sims. Et c'est d'ailleurs là-dessus qu'ils vont partir sur le prochain Project René qui a été annoncé, qui doit être un... Alors, ils avaient communiqué énormément sur la possibilité de personnaliser encore plus et ajuster encore plus ces personnages. Mais il y a aussi cette dimension, comme tu dis, où on va enfin pouvoir jouer avec des amis, faire le vrai multiverse. Ça, c'est cool. Après, dans le mode, moi, le truc qui me gêne un peu, c'est que souvent, et ça s'est vu dans Second Life et dans d'autres jeux comme ça en ligne, tu as des gens qui deviennent... ça devient leur métier de fabriquer des meubles en 3D qui vont vendre contre du vrai argent à des gens dans le jeu, ou alors des costumes, etc. Donc, si on laisse la porte ouverte à tout ça, il peut vite y avoir des dérives de commercialisation un peu sauvages de gens qui vont faire un business autour de ce genre de trucs. Et le fait que les Sims soient verrouillés bien correctement par Electronic Arts, ils savent faire les choses, c'est finalement plutôt rassurant. Sachant qu'IA le fait déjà avec un max de partenariats, Ikea... voilà, mais il verrouille et maîtrise. Tu parlais justement, c'est ça aussi qui est important avec les Sims, c'est qu'ils ont des licences. L'extension autour de Star Wars a été une des plus grosses ventes de l'année. Donc est-ce que Paradox, qui édite Live Bayou, sera en mesure d'avoir ce genre de partenariat? Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc voilà, pour ceux qui seront tentés d'essayer Live Bayou, ça arrive en accès anticipé le 12 septembre sur PC uniquement, sur Steam et l'Epic Game Store. Autre sujet, pour remonter encore plus dans le temps, c'est une émission rétro vraiment, on va parler justement rétro gaming. Je suis tombée sur une petite vidéo de quelqu'un qui se plaignait à juste titre que c'était devenu un véritable business et que tous les amoureux, les vrais amoureux du rétro gaming, que nous sommes aussi un petit peu quand on a passé un certain âge, reste à savoir quand est-ce qu'on date le rétro gaming, ça devient vraiment difficile. Marcus, toi qui aime bien le rétro gaming, c'est quoi ta vision aujourd'hui du rétro gaming? Je t'avouerai assez pessimiste parce que moi j'ai eu la chance, alors je suis né en 66, soyons cash, je suis très vieux, j'ai 56 ans, j'ai connu Pong, j'ai connu l'époque où il n'y avait pas de jeux vidéo, voilà, donc toute ma jeunesse, j'avais une console à Noël quand j'avais de la chance, etc. Donc j'ai pas pu avoir tous les jeux, j'ai pas pu avoir toutes les consoles. Mais dans les années, on va dire entre 90 et 2000, quand j'ai commencé à être adulte, à travailler, gagner un peu de sous, je pouvais aller sur les brocantes, racheter toutes les consoles que j'avais pas pu m'offrir. Pour 30 francs, c'était des francs à l'époque, on trouvait une Mega Drive avec sa boîte et 10 jeux parce qu'elle dormait au grenier depuis 10 ans et que personne n'en avait rien à faire en fait. Ça, c'était vraiment le bon temps. Moi, j'ai refait toute ma collecte de rétro gaming à cette période-là. Voilà. Entre-temps, il y a de plus en plus de gens qui ont commencé à faire ça. Les choses ont pris de la valeur.
c'était plus sur les brocantes qu'on les trouvait, mais sur Internet. Du coup, sur Internet, tu peux comparer les prix qu'appliquent les autres, et les prix, ils montent, et ça devient absolument aberrant. C'est renforcé par 2-3 âneries, genre des ventes aux enchères chez Drouot, où tu as des cartouches de GoldenEye qui étaient en vente à Carrefour à l'époque, je suis désolé pour les marques, enfin dans les supermarchés, sous blister plastique dégueulasse, qui partent à 17 000 €. Des trucs de malade. C'est-à-dire que des gens commencent à spéculer là-dessus, comme on peut le faire sur le marché de l'art, en fait. Ce qui est tout aussi stupide, en fait. Donc ça tue petit à petit le rétro gaming. Heureusement, ça reste exceptionnel, hein, ce genre de truc. Mais on voit bien sur Internet, sur les sites d'occasion, etc., les prix montent de plus en plus. Donc ça devient quasiment inabordable. Un Zelda, la fameuse cartouche dorée du Zelda de la grande époque, vaut aussi cher qu'un jeu PlayStation 5 aujourd'hui, dans le meilleur des cas, si tu le trouves sur une brocante. Voilà. Que j'ai encore. Tu l'as encore. J'ai encore. Là, j'ai encore. Là, je l'ai. Elle a plus sa boîte très belle, mais je l'ai encore. Il n'y a pas de raison de la payer 300 € parce qu'il y en a des millions en circulation et il y en a encore. C'est pas quelque chose de rare en réalité. Donc il y a une spéculation qui est un peu dommage et qui gâche le truc. C'est aussi, Sylvain, une tendance qu'on retrouve déjà dans le jeu. Il y a beaucoup de jeux en pixel art. Est-ce que ça suit une tendance, une volonté des joueurs d'avoir ce côté un peu rétro, alors qu'on a des jeux sous Unreal Engine aujourd'hui qui sont dingues de réalisme? Comment t'expliques ce paradoxe? Déjà, le pixel art, ça a comme intérêt de... Alors bon, il faut évidemment être un bel artiste pour pouvoir faire du beau pixel art, mais ça a aussi l'intérêt d'être un peu moins cher parce que ça ne nécessite pas forcément un moteur dernier cri, etc. Donc c'est davantage pour les développeurs indépendants. Donc on voit effectivement chez les indés, il y a cette tendance-là qui part vers le pixel art. Et puis parce qu'il y a un public, tout simplement. Je pense que le succès de nombreux titres en pixel art a montré que c'était... Dead Cells, Celeste, des choses comme ça. A montré que c'était la chose à suivre pour la suite. Est-ce que ça perdurera? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a toujours une place pour les graphismes, on va dire, rétro, même si je pense c'est bizarre de dire graphisme rétro en parlant de pixel art, parce qu'il y a tellement de détails dans du pixel art aujourd'hui, alors que, je vous rappelle de Zelda 2, par exemple, ça ressemblait pas du tout au jeu d'aujourd'hui, et pourtant c'est du pixel art. Prends Mario déjà. Donc remettons un petit peu les choses comme elles sont, mais voilà, pour autant je pense clairement il y a une tendance et elle va continuer, et tant mieux d'ailleurs, parce qu'il doit y avoir une place pour le jeu vidéo de ce type-là aujourd'hui. Aujourd'hui, alors on a vu aussi qu'il y a eu de la part des fabricants le retour des mini-consoles. Tu disais, on les trouve plus dans les brocantes. On peut les acheter presque plus cher que l'original. On a vu la Nintendo revenir, la Super NES, la Mega Drive. Qu'est-ce que ça dit de nous, joueurs, ce besoin? Voilà. Il y a une grosse nostalgie, évidemment, de tous les gens qui ont atteint... C'est pas le mot que j'aurais utilisé. Oui, c'est vrai. Nintendo surfe sur ça en permanence. Ils ne font que recycler leur vieille licence sans arrêt. Ils oublient d'en créer des nouvelles dans la foulée, ce qui est dommage, puisqu'ils ont fait l'histoire du jeu vidéo de manière très brillante. Et là, aujourd'hui, je trouve qu'ils tournent un peu en boucle. Mais on est toujours content d'avoir ces petites consoles, parce que ça permet effectivement de pouvoir rejouer à ces jeux, même si le nombre est limité. Alors, on peut trafiquer la console pour en rajouter, mais à la base, il y a une quarantaine de jeux. Ça coûte le prix d'un jeu finalement, 60, 70 €, 80, peut-être 100, jusqu'à 100. Le PlayStation 1 classique, là j'ai le souvenir que on était autour des 100 €. Autour des 100, enfin bon, je trouve que ça reste raisonnable, et surtout c'est un bel objet en fait. Et les nostalgiques et les gamers, ils ont cette passion de l'objet. Et là où je suis très pessimiste sur le rétro gaming, c'est que comme tout se dématérialise, dans 20 ans, on ne pourra pas acheter des jeux PlayStation 5 sur une brocante, parce qu'ils seront tous dans la console avec le profil du précédent propriétaire, et on n'aura pas accès aux jeux de cette époque. Donc on sera tributaire des éditeurs, que ce soit Sony, Nintendo, Microsoft, qui feront un peu comme Netflix, qui d'une manière ou d'une autre mettront leurs jeux en ligne, mais on sera tributaire du catalogue. Si tel jeu n'est pas sur le catalogue, il sera introuvable. Aujourd'hui, si je veux un Super Mario de la grande époque, je l'ai à la maison parce que je l'ai trouvé sur une brocante, et j'ai rien à demander à personne. Dans le futur, on sera tributaire de ce qu'on voudra bien, mais je ne dis même pas nous donner, nous vendre, parce qu'évidemment, ils vont les revendre 1000 fois. Mais ils vont faire des remakes aussi. On a plein de remakes c'est très bien. qui arrivent même des vieux jeux. On avait parlé du studio Dotemu, qui s'est spécialisé justement dans les vieux jeux qui reviennent, qui a fait un carton avec le Tortue Ninja, la revanche de Shredder dernièrement, en surfant là-dessus.
Tout à fait. Donc, ouais. est-ce que vous préférez des jeux rétro qu'on refait ou est-ce que vous préférez des nouveaux jeux qui ont un style Original. rétro? Je pense que ça dépend de la manière dont c'est refait. Je pense qu'il y a des. On peut parler d'un jeu rétro. Demon's Souls, c'est un jeu rétro finalement. Parce vrai, que ouais. je sais pas de quand date la PS3, mais oh là là. Si c'est bien fait, je pense que derrière, le remake peut éventuellement être nécessaire, notamment pour les nouveaux joueurs qui n'ont pas connu le jeu original. Et tant mieux pour ça. Après, par contre, si effectivement il y a une certaine paresse, je vais prendre l'exemple de The Last of Us, parce que même si effectivement les textures ont été refaites, ça reste un simple remaster d'un jeu qui avait déjà été remasterisé sur PS4. Il était sorti à l'origine sur PS3. Leur vendre plein pot, 80 € même, je crois, donc plus cher que le jeu original, alors qu'il n'y a absolument aucune nouveauté de gameplay, c'est plus compliqué à considérer. Donc les remakes, oui, mais à certaines conditions. GoldenEye, qui est un jeu qui avait marqué les esprits, qui revient. Pour le coup, il y a un mode multijoueur en ligne sur Switch. Il y a quand même, il y a des ajouts. Le gameplay est amélioré parce qu'on a oublié, mais il était épouvantable le gameplay en fait. Pour l'époque, c'était fabuleux. C'est un des premiers FPS. C'est ce qui a démocratisé les genres de jeux à la Call of Duty. On a un flingue, on tire sur les gens. C'est dans l'univers de James Bond, donc c'est fabuleux. Et ça a été vraiment une révolution à l'époque sur Nintendo. Mais avec le recul, si tu essayes de rejouer à la version d'origine, c'est vraiment une tannée. Donc là, les remakes et les remasters qu'ils ont fait, ils ont vraiment amélioré le gameplay, ce qui est vraiment important. Après Last of Us, tu as raison, mais il y a peu de gap entre le moment où le jeu sort et le remake, alors que sur les Tortues Ninja, il s'est passé 20 ans, donc on a le temps de faire mieux. Et souvent, ils proposent les deux options, c'est-à-dire tu peux jouer avec les graphismes et les sons remis au goût du jour et swapper d'une touche sur la version d'origine, donc on a le meilleur des deux mondes. Là, pour moi, c'est le Tortue Ninja parfait. faisait ça, propose un mode rétro, je crois que c'est Wonder Boy aussi. Wonder Boy aussi, la Master Chief Collection de Halo, qui permettait de passer d'un jeu à un autre. De rejouer à l'ancienne. De rejouer à l'ancienne, ouais. Est-ce que les films aussi aident ça, à entretenir cette nostalgie? Je pense à Tetris, qui fait que tout le monde a ressorti sa Game Boy. C'est vrai. Oui, c'est sûr. Je pense que dans la mesure où, visiblement, les studios hollywoodiens ont découvert à la fois des scénaristes et des licences de jeux vidéo, ils se disent on va peut-être faire des bonnes adaptations. Et puis, évidemment, quand on voit le dernier Mario Bros au cinéma, c'est une ode à je sors, je vais à Micromania, à la Fnac, etc. Et j'achète la Nintendo Switch avec tous les Mario qui étaient déjà sortis sur Wii U, qui sont sortis sur quelle Switch. console? Elle n'existe pas, cette console. Et d'ailleurs, tu parlais effectivement de disponibilité des jeux. La Wii U en est un bon exemple. Il y a quelques jours, l'eShop a été arrêté sur Wii U et on ne peut plus acheter un certain nombre de jeux, même s'il y a eu peu de jeux sur Wii U, un certain nombre de jeux et d'expériences ne sont plus disponibles aujourd'hui et c'est fort dommage en fait. Je pense que clairement le dématérialisé va faire beaucoup de mal aux jeux vidéo dans les prochaines années. Un jeu rétro à conseiller? Alors c'est pas rétro, mais j'ai testé hier un jeu qui s'appelle Lunark et qui est absolument fait comme aurait été fait Prince of Persia à l'époque ou Flashback ou Another World. Et c'est incroyable, ils ont vraiment, c'est des gros pixels. J'y jouais hier sur PlayStation 5, tu dis est-ce que ça vaut le coup d'avoir une PlayStation 5 pour ça? Évidemment non, mais c'est un tel plaisir de retrouver le gameplay de l'époque, précis au pixel près. Des fois, tu galères quand tu veux monter sur une plateforme, etc. Et voilà. Et là, c'est vraiment un grand cri d'amour aux jeux de cette époque-là. Tout en pixels, bien moche, mais pour moi, qui ont un charme. Le fait c'est pas pour rien qu'on appelle ça du pixel art. C'est vraiment de l'art, c'est vraiment de l'artisanat. C'est très compliqué de faire un personnage qui ressemble à quelque chose avec très peu de pixels finalement. Si à l'apéritif, je te donne ces petits cubes de fromage colorés et je t'en donne 30 et je te dis vas-y, fais-moi Mario avec ça, tu vas drôlement galérer pour arriver à avoir un personnage qui ressemble. Tu rappelles le nom du jeu? Du jeu, je crois, pas le truc d'apéritif. Le jeu s'appelle Lunark. Excuse-moi, j'évite de dire des marques. C'est tellement tentant. Bon, écoutez, parfait. On va parler de jeux moins pixelisés, un peu plus beaux, un peu plus modernes. C'est l'heure de À quoi on joue? Mais ça n'empêche, essayez quand même Lunark. On va aller voir ça à coup de petits dés de fromage. Donc. Messieurs, je vous ai demandé quels étaient les jeux que vous aviez à recommander cette semaine. Et donc, Marcus, tu voulais nous parler de Storyteller. Oui, il a déjà quelques semaines, mais c'est vraiment mon petit coup de cœur. C'est un jeu tout simple, il est sur Steam et il est sur Switch aussi. Ce qui est très bien, parce que comme l'écran est tactile sur la Switch, c'est très pratique. L'idée, ça va être de raconter des histoires avec des petites vignettes. C'est comme une sorte de bande dessinée que tu créerais toi-même. Il y a par exemple 3 vignettes vides et on va te dire, il y a le titre de l'histoire. Et le titre de l'histoire, c'est par exemple « Un cœur brisé retrouve l'amour ». Voilà.
et débrouille-toi avec ça pour créer cette histoire. Et sachant que tu as des personnages et des décors à placer. Donc tu vas mettre un prince et une princesse dans une église, donc ils vont se marier. Ensuite, tu vas mettre le décor d'un cimetière, tu vas mettre le prince dans la tombe et la princesse devant la tombe. Donc on comprend qu'il est mort et qu'elle a le cœur brisé. Donc on voit son petit cœur qui se brise au moment où tu le poses, ça s'affiche. Et puis ensuite, tu vas mettre la princesse qui rencontre un nouveau prince, par exemple, ou une autre princesse, parce qu'ils sont assez inclusifs aussi. Et du coup, tu as réussi à réaliser l'histoire qu'on te demande. Là, je t'ai fait un truc simple en 3 vignettes, mais ça peut être plus compliqué. Il peut y avoir jusqu'à 6 vignettes. Il y a des histoires de loups-garous, des trucs comme ça, qui se transforment, qui tuent leur dulciné sans le faire exprès. Puis après, voilà. Et c'est c'est vraiment très drôle de jongler avec les personnages, les décors, d'essayer plein de solutions. C'est des mini casse-têtes. Chaque truc est un mini casse-tête. C'est assez nouveau. Moi, j'avais jamais vu ce genre de gameplay avant. C'est très simple. Le jeu est pas cher. Je me souviens pas le prix, mais c'est dans moins de 15 €. Et vraiment, tu peux le faire avec tes enfants. Et vraiment, c'est super. J'adore l'idée. Et les graphismes aussi, c'est très mignon. Vraiment, pour ceux qui regardent, qui voient les images de l'émission, en effet, c'est un petit côté BD. Complètement, ouais. Petit côté BD, ça a l'air très ludique, très ergonomique. Tu peux aussi inverser. Une fois que tu as mis les vignettes, tu peux inverser l'ordre des vignettes. L'ordre peut changer des choses. Par exemple, un gars qui se transforme en loup-garou, si tu inverses la vignette, il ne sera pas encore transformé en loup-garou au moment où il croise sa dulcinée, donc il ne va pas la dévorer. Voilà. Donc il faut faire glisser les vignettes et c'est très agréable à faire, je trouve, sur la Switch, justement, avec le doigt. Et voilà. Et enfin, un jeu sur Switch qui n'est pas ni Mario, ni Zelda, ni tout ce qu'on connaît et déjà. C'est disponible etc. aussi sur PC. Donc voilà, vous êtes sur PC. Sur Steam. Donc Voilà. ça s'appelle Storyteller. Moi, ça me donne très envie. Tu vas adorer, c'est sûr. Changement d'univers, totalement, avec toi, Sylvain. On prend de la hauteur. Et d'ailleurs, oui, on va dans l'univers parce que du coup, je vais vous parler d'Everspace 2. C'est un jeu. Le premier épisode était complètement différent du deuxième. C'était un roguelite, donc c'est un truc avec des missions précédées de manière, générée de manière procédurale. Le 2 prend complètement à contre-pied cette idée-là, avec un vrai scénario. Il n'y a pas vraiment d'aléatoire. Vous avez quelques missions aléatoires, mais voilà, vous avez quand même une histoire à suivre de A à Z. Vous parcourez l'espace avec un gameplay très arcade qui rappellera Freelancer. Ou Elite. Moi, j'ai joué à Elite. Mais justement, ce gameplay très arcade fait qu'il est très accessible. Il prend pas trop la tête. Vous avez plusieurs niveaux de difficulté, mais le mode normal est pas trop difficile, donc ça permet vraiment de se mettre dans le grand bain. C'est magnifique. Honnêtement, ça propose des environnements assez incroyables. En même temps, l'espace permet un peu toutes les folies. Puis vous avez un vrai concept de jeu à service, puisqu'il y a déjà des extensions gratuites et payantes de prévues dans les prochains mois. Il vient de sortir en version 1.0. Il est dispo sur Steam, sur l'Epic Game Store et également dans le Game Pass PC. Il arrivera sur console a priori cet été en version boîte pour les puristes. Donc honnêtement, franchement, vraiment très bon jeu, très bonne surprise. Je ne m'attendais pas à me passionner autant. Par contre, effectivement, c'est un jeu très long. Là, vous partez pour, je dirais 80 heures à peu près au minimum. Ah, quand même. Au minimum. Parce qu'à la fin, évidemment, il y a un endgame, il y a une fin de jeu sur laquelle il faut constamment revenir avec des super objets légendaires, etc. Et tout ça, je pense que ça va me prendre à peu près 100 ou 200 heures de jeu. Ce n'est que la version 1.0. Nous ne nous verrons pas beaucoup, Mélinda. On va pas se voir un moment, dis donc. Alors, ça t'est juste le temps de le faire avant la sortie de Starfield. Pour se mettre dans l'ambiance. Ça, fois 10. Ouais. L'avantage, c'est qu'on n'a pas de date de Starfield, il a le temps d'y jouer. Moi, j'ai vu la rentrée. Oui, la rentrée. Ça fait 1 an que c'est la rentrée. Oui, c'est vrai. Alors, moi, je vais vous parler d'un jeu qui vient de sortir, ou plutôt d'une extension qui vient de sortir, mais je voudrais qu'on parle du jeu. C'est Horizon Forbidden West. C'est un jeu qui est sorti l'année dernière, en début d'année, et qui a eu la très mauvaise idée de sortir juste avant un tout petit jeu complètement passé sous les radars qui s'appelle Elden Ring. Petit jeu indé. Un petit jeu indé. C'était la suite de Horizon Zero Dawn, donc des aventures d'Aloy dans cet environnement post-apocalyptique avec des monstres, des dinosaures mais mécaniques, des choses. Enfin, c'est très futuriste, post-apocalyptique. Moi, j'ai beaucoup aimé le premier, j'ai adoré le deuxième. Là, il s'offre une extension qui s'appelle Burning Shores, dont on voit des images. C'est encore plus beau que le premier, enfin que la version originale, mais surtout pourquoi ce jeu, pourquoi on est passé à côté de ce jeu. Enfin moi non, mais beaucoup de gens. Je trouve ça dommage, donc je voulais faire vraiment la promo de ce jeu. Parce qu'il faut quand même savoir que c'est un jeu maudit de guérilla. Le premier
épisode des Aventures d'Aloy était sorti en même temps, pareil, qu'un tout petit jeu qui s'appelle The Legend of Zelda Breath of the Wild. Donc ils ont une espèce de mauvais timing. Et donc je voudrais qu'on redonne ces lettres de noblesse à Aloy, qui mérite. Le rassurons nos auditeurs et téléspectateurs, hein, c'est une licence qui se vend à Horizon quand même. Non, ça se vend. Une licence importante, mais c'est vrai qu'effectivement, ils ont le don pour sortir leur jeu ou leur extension juste avant une très grosse sortie. Et qui souvent est décalé. Enfin, Elden Ring avait été décalé, donc pour le coup, ils y étaient pour rien. C'est ça. Et bon, Zelda, l'annonce de la date de sortie s'est faite 2 mois avant. Donc, honnêtement, je pense que c'est vraiment pas de chance. J'aimerais pas être guérilla, mais il y a quand même des projets. On a une série sur une plateforme de SVOD, etc. Donc ça prouve que la licence existe et qu'elle est quand même importante aux yeux de Sony. Donc même s'ils se loupent à chaque fois. Non, le jeu se vend bien, mais peut-être en deçà de ce qu'il mériterait au niveau reconnaissance. J'ai pas trop d'explications. Il y a tout pour plaire ce jeu, y compris à moi. Alors moi, j'adore les univers post-apocalyptiques. J'adore les tribus indiennes d'Amérique du Nord, etc. Ça me fascine, il y a un peu ça dans le jeu. J'adore les dinosaures, j'adore les dinosaures mécaniques. Bref, tout va bien. Et je devrais adorer le jeu. Et j'ai une très mauvaise raison pour pas l'aimer. Et j'ai honte de moi, je vous assure. Mais c'est juste que les persos ont des têtes de punk à chien. Et j'ai l'impression d'être à la gare du Nord ou dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes avec Zaz, et ça me coupe tout le truc, et j'ai honte. C'est vrai qu'Aloy et Zaz, Zaz première époque, il y aurait peut-être une voilà, tu vois, et à cause de ça, j'ai honte. Je n'ai jamais réussi à rentrer dans le jeu qui a tout pour plaire. Alors fais le Forbidden West. Alors, qui est beaucoup plus beau et qui ne nécessite pas forcément. Alors, il y aura des repères que vous allez perdre par rapport à Zero Dawn, au premier, quelques explications, mais qui sont données en début du jeu. Je trouve que c'est un jeu extrêmement abordable, en fait, par tous les joueurs. Toi qui parlais d'Everspace 2, qui est un peu plus... là, c'est faut prendre la main quand même. Ou Storyteller, qui est vraiment pour tout le monde. Là, on est sur un jeu d'action, d'aventure, d'exploration. Complexe, mais bien expliqué. Le tuto est bien écrit. Écrit surtout, qui va bénéficier là d'un patch pour accepter donc le Burning Shore, lui donner toute sa grandeur, qui est beaucoup plus beau encore. Donc je pense qu'il y a encore un 3e épisode qui s'annonce, à mon avis. Si vous voulez un peu une preuve que la PlayStation 5, on est passé à la next-gen, c'est probablement le meilleur jeu allez-y. possible. Même sur la VR, le Call of the Mountain, sur le PSVR 2, était une très belle extension. Donc voilà, jouez, écoutez-moi aussi. Allez-y avant qu'il y ait un autre jeu qui arrive. Messieurs, c'est déjà terminé. Merci. Ça passe trop vite, je vous l'avais dit. Je n'arrête pas de le dire. Merci à vous d'être venus, Sylvain. Donc on te retrouve en podcast bientôt. Tout à fait, sur Manette A3, disponible sur toutes les plateformes, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas. Marcus. Sur Game One tous les mercredis avec Level One, Team Game One, et le jeu du soir sur Twitch. Ce soir, là, j'y suis. Et ben voilà, allez jouer à Minecraft. Allez voir Marcus jouer à Minecraft. Et puis j'espère à très vite dans Multijoueur aussi, messieurs, vous êtes les bienvenus. Merci de nous avoir invités. Merci à vous aussi d'avoir écouté en podcast ou d'avoir regardé aussi en replay cette émission. Et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures vidéoludiques. Ciao, ciao.